Près d'une semaine après la mort de Loana, les résultats de l'autopsie sont enfin tombés. Et la conclusion a de quoi bouleverser tous ceux qui attendaient une réponse nette, presque brutale, presque définitive. Depuis plusieurs jours, son nom circule partout, son visage revient sans cesse, et la même question obsède le public. Que s'est-il vraiment passé dans cet appartement de Nice où l'ancienne star de Loft Story a été retrouvée sans vie? Beaucoup espéraient qu'enfin, la médecine légale dissiperait l'ombre. Mais ce mardi 31 mars 2026, ce n'est pas une lumière franche qui a jailli, c'est un vertige. Oui, l'autopsie a parlé. Oui, elle apporte des éléments. Mais non, elle ne ferme pas la porte du mystère. Et c'est précisément cela qui choque le plus. Nous avons des indices, des constats, des exclusions. Et pourtant, la cause exacte de la mort n'est toujours pas établie. Reprenons tout, lentement, parce qu'une affaire comme celle-ci ne se raconte pas avec précipitation. Loana Petrucciani, figure fondatrice de la télé-réalité française, gagnante de la première saison de Loft Story en 2001, a été retrouvée morte à son domicile de Nice le mercredi 25 mars 2026, à l'âge de 48 ans. Quelques jours plus tard, le 30 mars, une autopsie a été pratiquée par 2 médecins légistes. Puis, le mardi 31 mars, le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a communiqué les premiers résultats. Et dès cet instant, un sentiment étrange s'est imposé. L'affaire avançait, certes, mais elle ne se simplifiait pas. Au contraire, elle entrait dans cette zone trouble où chaque précision semble ouvrir une nouvelle inquiétude. Le choc, le vrai, n'est pas celui d'un rebondissement spectaculaire au sens cinématographique du terme. Le choc, ici, est plus froid, plus clinique, plus cruel. L'autopsie n'a révélé ni fracture, ni signe de coup violent, ni trace de strangulation, ni marque permettant d'accréditer une agression. Et pourtant, malgré cet examen, il reste impossible à ce stade de dater précisément le décès. Plus encore, la cause exacte de la mort n'a pas été déterminée. Voilà ce qui glace. Voilà ce qui serre la gorge. Parce qu'on imaginait qu'après tant de questions, après tant d'émotions, la science livrerait enfin une vérité ferme. Mais la vérité, pour l'instant, demeure fragmentaire, incomplète, suspendue. Ce que disent les médecins légistes est à la fois important et frustrant. Important parce qu'au regard des éléments observés, l'intervention d'un tiers est exclue à ce stade. Cela écarte pour l'heure le scénario criminel que certains redoutaient ou que d'autres déjà commençaient à fantasmer. Frustrant parce que cette exclusion ne suffit pas à apaiser. Car si l'on sait un peu mieux ce que cette mort ne semble pas être, on ignore encore ce qu'elle est exactement. Le procureur a précisé que le décès pourrait être d'origine médicale ou toxique, et que des analyses complémentaires sont toujours en cours. Autrement dit, l'autopsie a fermé une porte, mais elle n'a pas ouvert celle que tout le monde attendait. Et c'est là que cette disparition devient plus qu'un simple fait divers. Elle devient un miroir cruel. Loana n'était pas seulement une ancienne célébrité des années 2000. Elle était un visage que la France n'avait jamais complètement quitté des yeux. Son histoire appartenait à cette mémoire populaire faite de fascination, de vertige médiatique, de brutalité du succès et de grandes chutes silencieuses. Quand l'annonce de sa mort est tombée, le monde de la télévision a réagi comme on réagit à la disparition d'une présence installée depuis longtemps dans l'inconscient collectif. Benjamin Castaldi, l'un des visages emblématiques de cette époque, a rappelé que le visage de Loana faisait partie de l'histoire commune de toute une génération. Et au fond, c'est peut-être cela qui rend cette affaire si douloureuse. Avec elle, ce n'est pas seulement une femme qui disparaît, c'est aussi un morceau d'époque qui s'effondre. Ce qui bouleverse aussi, c'est la manière dont la mort de Loana réactive une vieille blessure collective. En 2001, elle incarnait une révolution médiatique. Elle n'était pas seulement une candidate, elle était le symbole d'un basculement culturel, d'un moment où la célébrité est devenue instantanée, massive, irréversible. Elle représentait cette télévision capable de fabriquer une icône en quelques semaines, puis de laisser cette icône se débrouiller avec le vacarme du monde. Derrière les couvertures de magazines, derrière les plateaux, derrière le souvenir du phénomène Loft Story, il y avait pourtant une femme de chair, de fatigue, de vulnérabilité, de solitude aussi. Et aujourd'hui, face au silence de cet appartement, ce que beaucoup pleurent n'est pas seulement une vedette d'hier, c'est peut-être une fragilité que tout le monde avait vue,
mais que personne n'a jamais vraiment su protéger. Regardons maintenant ce que le dossier laisse entrevoir sans jamais totalement l'affirmer. Les premiers examens avaient déjà mentionné une plaie à l'arrière du crâne et des ecchymoses dans la région lombaire. L'autopsie a ensuite précisé qu'il s'agissait d'une plaie superficielle du cuir chevelu compatible avec une chute de la hauteur du corps jusqu'au sol, ainsi que de petites ecchymoses au niveau du dos, des lombaires et des fesses, elles aussi cohérentes avec l'hypothèse d'une chute. C'est ici que le récit devient encore plus troublant. Une chute, peut-être, un accident domestique, possiblement. Mais même cette piste, qui paraît aujourd'hui la plus compatible avec les constatations, n'a pas encore valeur de certitude absolue sur la cause ultime du décès. Car une chute peut être un point de départ, un élément de contexte, un mécanisme, sans qu'on sache encore ce qui l'a provoqué, ni ce qui, au final, a emporté la victime. Alors la question s'impose, presque malgré nous. Qu'est-ce qui est le plus terrible dans cette affaire ? Le drame lui-même ou l'impossibilité de lui donner immédiatement un sens ? Nous vivons dans un temps où tout le monde réclame des réponses instantanées, où la moindre tragédie devient un flux d'hypothèses, de commentaires, de récits parallèles, de certitudes fabriquées à la minute. Mais ici, la réalité résiste. Elle refuse d'être pliée à la logique du spectacle. Elle rappelle que certaines morts restent d'abord des énigmes humaines avant de devenir des conclusions judiciaires. Et dans ce vide, le public projette tout, ses peurs, ses intuitions, sa curiosité, parfois sa douleur. Qui n'a pas ressenti ces derniers jours ce pincement étrange devant cette affaire? Qui n'a pas voulu comprendre, coûte que coûte, comme si comprendre pouvait réparer quelque chose? Il y a aussi dans cette histoire un avertissement immense pour tous ceux qui vivent seuls. Un avertissement simple, presque banal, mais terriblement concret. Selon les premiers éléments relayés par les autorités et la presse, ce sont l'inquiétude du voisinage et le signalement d'un voisin ne la voyant plus depuis plusieurs jours qui ont conduit les secours à intervenir. Derrière cette information, il y a une leçon brutale que l'on oublie trop souvent. L'isolement peut transformer le moindre drame en silence prolongé. Voilà pourquoi il faut le dire avec gravité, presque avec insistance. Gardez un lien avec vos proches, appelez, répondez, donnez des nouvelles, créez des habitudes simples. Et surtout, vivez bien avec vos voisins. Un bonjour, une attention, un réflexe, une inquiétude exprimée à temps peuvent un jour compter plus que tout. Dans une époque où tant de gens meurent entourés d'écrans, mais privés de présence réelle, cette affaire sonne comme une alarme sociale, autant qu'intime. C'est peut-être pour cela que cette mort a provoqué autant d'émotions. Parce qu'elle n'est pas seulement la disparition d'un nom connu, elle touche à quelque chose de profondément contemporain, la solitude des existences fragiles, la distance entre l'image publique et la réalité privée, le gouffre entre les souvenirs que le public conserve et la vie concrète menée derrière une porte fermée. Pendant des années, Loana a existé dans l'imaginaire collectif comme une image inoubliable, immédiatement reconnaissable. Mais dans les derniers jours, ce n'est pas cette image médiatique qui importe. C'est la scène nue d'une absence. Une femme retrouvée chez elle, une enquête, une autopsie, un rapport qui exclut certaines hypothèses mais ne délivre pas encore la clé. Et au milieu de tout cela, une impression de douleur brute, presque honteuse, comme si chacun se demandait en silence s'il n'y avait pas dans cette fin tragique quelque chose que notre époque entière devrait interroger. Il faut donc rester rigoureux. Non, à l'heure actuelle, rien ne permet d'affirmer l'intervention d'un tiers. Oui, l'autopsie oriente vers des lésions compatibles avec une chute. Oui, des analyses complémentaires doivent encore déterminer si la mort peut être d'origine médicale ou toxique. Et non, malgré les rumeurs, malgré les emballements, malgré les raccourcis, on ne peut pas annoncer une vérité définitive que les experts eux-mêmes n'ont pas encore établie. Cette retenue n'enlève rien à l'émotion. Au contraire, elle lui donne une dignité. Car respecter Loana aujourd'hui, ce n'est pas broder sur son dernier jour. C'est accepter que la vérité, dans certains drames, avance à pas lents et qu'elle n'appartient ni aux fantasmes, ni aux commentaires les plus bruyants. Et pourtant, une autre question demeure, plus sourde, plus intime. Pourquoi ce rapport d'autopsie nous secoue-t-il autant alors qu'il n'annonce pas un crime, alors qu'il ne révèle pas une violence extérieure manifeste? Peut-être parce qu'il nous confronte à un scénario encore plus angoissant, celui d'une fin survenue dans le silence, sans témoin,
dans un espace ordinaire, avec des indices modestes, presque pauvres, comme si la mort n'avait laissé derrière elle qu'un décor figé et des réponses inachevées. N'est-ce pas cela, au fond, le plus insupportable, qu'une existence aussi exposée se referme dans une scène si opaque, qu'une femme dont le visage fut montré partout laisse derrière elle une disparition dont l'heure même ne peut pas encore être fixée avec précision. Le contraste entre la surexposition d'hier et l'indéchiffrable d'aujourd'hui donne à cette histoire une dimension presque tragique au sens antique. Il faut aussi entendre ce que cette affaire dit du rapport du public aux célébrités brisées. On admire, on consomme, on commente, on se souvient, puis un jour, quand survient le pire, on réclame d'un seul bloc l'explication totale. Mais la vie réelle ne se plie pas à cette exigence. La médecine avance par indices, la justice par étapes. Les familles, elles, avancent par chagrin. Et le chagrin, lui, ne connaît pas les délais médiatiques. Il n'a pas de communiqué parfait, pas de montage dramatique, pas de conclusion propre. Il y a seulement l'attente, insupportable, l'attente de savoir, l'attente de comprendre, l'attente d'une formulation officielle qui dirait enfin ce qu'il s'est passé sans laisser cette impression d'inachevé qui fait si mal. Voilà pourquoi la mort de Loana doit être entendue comme une mise en garde, adressée à tous ceux qui traversent leur journée seuls, derrière des portes closes, derrière des rideaux tirés, derrière l'habitude de ne déranger personne. Cette affaire nous rappelle qu'il ne faut jamais laisser la solitude devenir muette. Il faut appeler le proche le plus fiable, il faut prévenir quand on ne va pas bien. Il faut accepter d'être celui ou celle qui envoie un message de trop, plutôt que celui ou celle qu'on découvre trop tard. Et il faut aussi, oui, cultiver une bienveillance élémentaire avec le voisinage. Parce qu'un voisin attentif, ce n'est pas une figure secondaire. Parfois, c'est le premier maillon entre le danger et le secours. Dans cette tragédie, cette réalité résonne avec une force particulière. Elle dépasse le cas Loana. Elle nous concerne tous. À mesure que les jours passent, une chose devient claire. Le public n'attend pas seulement un résultat toxicologique ou médical. Il attend une paix narrative. Il attend qu'un drame désordonné retrouve une forme. Mais cette paix-là ne vient pas encore. Et tant qu'elle ne vient pas, les questions reviennent encore et encore, avec cette insistance douloureuse qui accompagne les grandes disparitions médiatiques. Était-ce un accident pur et simple? Y a-t-il eu un malaise préalable? Une cause médicale silencieuse? Une origine toxique? Combien de temps précisément s'est écoulé avant que le corps ne soit découvert? Chaque question semble toucher un point sensible, non par voyeurisme seulement, mais parce que les êtres connus déclenchent souvent un deuil étrange, un deuil à distance, réel sans être intime, collectif sans être partagé de la même façon. Et puis, il y a cette sensation plus troublante encore. L'autopsie, censée apporter de la netteté, a surtout révélé l'étendue du manque. Elle a dit ce qui n'apparaît pas. Elle a listé les absences, pas de fractures, pas de coups violents, pas de strangulation. Mais elle laisse en suspens la présence fondamentale, celle qu'on attendait tous, la cause précise. C'est ce vide qui est violent, c'est ce vide qui fait couler tant de larmes. Parce que lorsqu'une disparition touche une figure qui a accompagné une part de notre mémoire collective, l'incertitude prend une dimension presque insupportable. Elle n'est plus seulement une donnée judiciaire, elle devient une blessure émotionnelle. Peut-être faut-il alors regarder Loana autrement. Non plus seulement comme la pionnière de la télé-réalité, non plus seulement comme un symbole d'une époque, mais comme le rappel brutal que derrière chaque célébrité, il y a une vulnérabilité humaine qui ne disparaît jamais, même quand les projecteurs s'éteignent. Sa mort, si douloureuse, nous renvoie à notre propre fragilité, à nos propres silences, à nos propres portes fermées. Et si cette histoire nous bouleverse autant, n'est-ce pas aussi parce qu'elle nous oblige à nous demander qui, autour de nous, vit trop seul, souffre trop en silence, ou attend un appel qui ne vient jamais. Ce soir, ce que l'on peut dire sans trahir les faits est simple et terrible à la fois. Loana Petrucciani a été retrouvée morte à Nice le 25 mars 2026. L'autopsie pratiquée le 30 mars, dont les conclusions ont été communiquées le 31 mars par le procureur Damien Martinelli, exclut à ce stade l'intervention d'un tiers,
relève des lésions compatibles avec une chute, mais ne permet ni de dater précisément le décès, ni d'en déterminer la cause exacte, tandis que des analyses complémentaires restent attendues. Le choc est donc bien réel, mais il ne réside pas dans une révélation spectaculaire. Il réside dans cette vérité incomplète, dans cette douleur qui n'a pas encore trouvé sa phrase finale. Et maintenant, j'aimerais vous poser cette question avec sérieux, sans céder aux rumeurs ni aux emballements. Pensez-vous que la piste de l'accident domestique vous semble aujourd'hui la plus crédible? Ou estimez-vous qu'il faut suspendre tout jugement jusqu'aux analyses complémentaires? Une chose est sûre, et elle doit nous marquer durablement. Cette affaire est un terrible rappel pour toutes les personnes qui vivent seules. Gardez du lien, donnez des nouvelles, parlez à vos proches, restez attentifs à vos voisins. Et dites-moi en commentaire ce que vous ressentez face à cette disparition, face à cette autopsie qui répond un peu, mais pas encore assez.